Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce cours sur temps et relativité restreinte. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous ayez avec vous votre calculatrice et de quoi prendre des notes parce qu'il va y avoir quelques petites choses à écrire. Alors, pour commencer ce chapitre, je vous avais proposé de chercher un petit exercice. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de le chercher, vous mettez sur pause et vous le cherchez, il prend 2 minutes. Donc, dans cet exercice, on vous parle d'une particule qu'on appelle le muon. Et on vous dit que les muons sont produits à une altitude d'environ 10 km. Ces muons, spontanément, se désintègrent au bout d'une durée de 2,2 microsecondes et ils se déplacent à une célérité qui est égale à 99,8% de la célérité de la lumière. Alors, ce qu'on vous demande, c'est très simple, c'est de calculer la distance qu'ils vont parcourir avant de se désintégrer. Donc, calcul vraiment basique. Vous savez qu'une vitesse, c'est une distance divisée par une durée. On vous demande la distance. Donc, la distance, ça va être la vitesse fois la durée. Ici, la distance, ça va donc être... Alors, quelle est la vitesse des muons? Eh bien, c'est 99,8% de la célérité de la lumière. Donc, on va prendre 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, multiplié par la durée qui est de 2,2 microsecondes, donc 2,2 fois 10 moins 6 secondes. Si vous faites l'application numérique, vous trouvez une valeur de 6,6 fois 10 puissance 2 mètres, c'est-à-dire environ 660 mètres. Ce qui veut donc dire que les muons, ils sont produits à une altitude de 10 km. Au bout de 2,2 microsecondes, ils ont parcouru 660 mètres. Question, comment se fait-il dans ce cas-là que l'on puisse détecter des muons à la surface de la Terre? C'est la relativité qui va nous donner la clé pour répondre à cette question. Alors, avant d'aborder le vif du sujet, on va être amené à définir deux petites choses. Donc déjà, l'invariance de la célérité de la lumière. Alors en 1905, Einstein a énoncé deux postulats. Alors qu'est-ce que c'est qu'un postulat? C'est une affirmation qui n'est pas démontrée, mais qui sert de base à une théorie, en l'occurrence ici la théorie de la relativité. Le premier postulat qu'il a énoncé, c'est l'invariance des lois de la physique, c'est-à-dire que les lois de la physique se formulent de la même manière dans tous les référentiels galiléens. Mais le postulat que vous devez connaître, vous, dans ce chapitre, c'est la constance de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels galiléens. La dilatation des durées. Alors, une durée, qu'est-ce que c'est? C'est un intervalle de temps qui va donc avoir un début et une fin. Deux événements, le début et la fin, vont donc délimiter une durée. Alors, un événement, qu'est-ce que c'est? C'est, pour faire simple, un phénomène que l'on peut observer. C'est quelque chose qui se passe. Alors, c'est-à-dire, ça peut être un flash de lumière, un éclair, une explosion, quelque chose de visible. Et un événement est toujours repéré par deux choses. Une position, donc dans l'espace, et une date, qui sont toutes les deux relatives au référentiel d'étude. Alors, qui dit repérage dans le temps, dit nécessité d'avoir dans chaque référentiel une horloge qui va être propre au référentiel. Alors, pour comprendre ce phénomène qui est à la base donc, de la relativité qu'on étudie, on va faire une expérience de pensée, ce qu'on appelle ici l'horloge de lumière. Alors, on va utiliser la réflexion d'une impulsion lumineuse sur un miroir, l'ensemble source-miroir-récepteur étant mobile à une vitesse v supposée constante par rapport à un référentiel galiléen. Pour faire simple, vous allez voir dans la suite, on va étudier le phénomène émission-réception dans un wagon. Et on va regarder cette expérience en adoptant deux points de vue différents. Le premier, c'est le point de vue de l'observateur qui est dans le wagon. Et le deuxième, c'est le point de vue de l'observateur qui va être
à l'extérieur du wagon, par exemple situé sur le quai de la gare et qui voit le wagon passer. Les deux événements qu'on va considérer vont être l'événement A, l'émission de l'impulsion lumineuse, l'émission du flash lumineux, et l'événement B, ça sera sa réception après que cette impulsion se soit réfléchie sur le miroir. Alors on va envisager les deux cas, c'est là qu'il va falloir prendre des notes. Alors vous avez ici un wagon, et à l'intérieur du wagon, vous avez modélisé ici donc le trajet, l'émission de la lumière vers le haut. La lumière là rencontre le miroir et est réfléchie et se retrouve en fait à son point de départ. Dans le premier cas, on va supposer que vous, si vous êtes observateur, vous êtes à l'intérieur du wagon. Le schéma ici, c'est un schéma simplifié de ce qui se passe. La lumière est émise ici. Elle s'élève jusqu'au miroir, puis revient à sa position initiale. Donc, si on suppose que la hauteur du wagon, c'est D, ce qu'on va chercher, c'est quelle va être la durée que l'on va noter delta TP, j'expliquerai le P un peu plus tard, que va mettre la lumière pour faire l'aller-retour. Donc, on réutilise la formule de tout à l'heure. La vitesse, c'est une distance sur une durée. Donc, la durée, delta TP, ici, ça va être la distance parcourue par la lumière divisée par sa vitesse. Si on adapte cette formule au cas qui nous intéresse, delta TP va être égal à, alors attention, que fait la lumière? Eh bien, elle fait l'aller et le retour. Donc, la distance qu'elle va parcourir, ça va être 2 fois D sur C, la célérité de la lumière. Alors, ce calcul-là, il est simple. On va en voir un petit peu plus compliqué maintenant. C'est exactement la même situation, sauf que vous, maintenant, vous êtes sur le quai et vous regardez le train passer. Évidemment, comme le train se déplace et que le dispositif d'étude il est fixé au train, vous voyez bien que là, l'endroit où est émis le flash lumineux n'est pas le même que l'endroit où il va être reçu. Vu de l'extérieur, attention. Alors, on va cette fois-ci chercher quelle est la durée. Et maintenant, la durée, on va la noter delta Tm, c'est ça notre objectif. Que va mettre la lumière pour faire encore une fois le trajet de l'émission à la réception. Donc, je reprends la formule que j'ai utilisée tout à l'heure. Je sais que la durée, ça va être la distance sur la vitesse. Ici, quelle est la distance parcourue par la lumière? Alors, on va rajouter des points sur le schéma. Ce point-là, on va l'appeler A, B et C. La lumière, qu'est-ce qu'elle parcourt comme distance? La distance AC. Donc, ça va nous donner AC sur petit c, la célérité de la lumière. Le train, il se déplace avec une vitesse V qui est supposée constante vers la droite. Donc, puisque la vitesse est constante, eh bien, le trajet AB est égal au trajet BC. Donc, AC, on pourrait écrire que c'est AB plus BC, mais comme AB et BC sont égaux, on va écrire que c'est 2 fois AB sur C. Donc là, on voit bien que pour trouver delta Tm, pour trouver sa valeur, il va falloir connaître la longueur du trajet AB. Alors, je reviens à mon schéma. Et ici, on voit qu'on a un triangle rectangle dans lequel la longueur AB, c'est l'hypoténuse, puisque l'angle droit se trouve ici. Donc, on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore qui vous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des côtés opposés. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner AB au carré
qui va être égal à, alors je vais rajouter un point D ici, BD au carré plus DA au carré. Qu'est-ce que c'est que BD? BD, c'est la hauteur du wagon. C'est ce que, dans l'exercice précédent, j'ai noté petit d. Donc, AB au carré, ça va être petit d au carré plus DA au carré. Donc maintenant, pour trouver la valeur de AB, il va falloir que je connaisse la valeur de la longueur AD. À quoi elle est due, cette longueur AD? Elle est tout simplement due au fait que le train il se déplace. Et il se déplace avec la vitesse petit v. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que pendant la durée Tm, c'est ce que je cherche, la lumière est partie de A pour arriver en C en passant par le point B. Dans la même durée 1, qu'est-ce qu'il a fait le train? Il est passé de A en C. Donc, delta Tm, je peux aussi écrire que c'est la distance parcourue par le train, donc ici AC, divisé par, attention, la vitesse du train, V. Donc delta Tm, qu'est-ce que c'est? AC, c'est 2 fois AD. Donc ça fait 2 fois AD sur V. La longueur AD, c'est la même que la longueur DA. C'est pas du tout orienté. Donc, j'en déduis que je connais la valeur de AD. AD, ça va donc être égal à V fois delta Tm sur 2. Je vais remplacer cette expression de AD ici. Donc, j'efface ici ce que j'avais noté et je vais reprendre mon calcul en haut. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai AB au carré qui est égal à D au carré plus DA au carré. Donc, je vous rappelle, DA, AD, c'est pareil. Donc, plus V fois delta Tm sur 2 au carré. Donc j'en déduis que AB, c'est racine carrée de D2 plus V fois delta Tm sur 2 au carré. Je vous rappelle que l'objectif de ce que je suis en train de faire, c'est de trouver la valeur de delta Tm. Et la valeur de delta Tm, on l'a noté là, c'est 2 fois AB sur C. Donc, delta Tm, c'est 2 sur C fois AB. Je réécris ce qui est écrit juste au-dessus. D2 plus V fois delta Tm sur 2 au carré. J'ai presque fini, puisque mon inconnu, c'est delta Tm. Et vous voyez que delta Tm apparaît à 2 endroits, ici et là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'isoler delta Tm. Donc, pour isoler delta Tm, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élever au carré. Ça va nous permettre de nous débarrasser de la racine. Donc, ça va donner delta Tm au carré égale 4 sur C au carré fois, donc comme j'élève au carré, j'ai plus de racine, D au carré plus V fois delta Tm sur 2 au carré. Je vais développer, ça va me donner delta Tm au carré égale 4 sur C2
fois D2 plus 4 sur C2 fois V delta Tm sur 2 au carré. Au dénominateur, ici, j'ai un 2 qui va être au carré. Il va se simplifier avec le 4 qui est devant. Il va me rester quoi? Il va me rester V2 fois delta Tm au carré sur C2. Ce que je cherche, c'est delta Tm. Donc ce terme-là, je vais le passer de l'autre côté. Donc ça va me donner delta Tm au carré moins V2 sur C2 fois delta Tm au carré qui va être égal à 4 D2 sur C2. J'efface ça, sinon je ne vais pas avoir la place. Ici, j'ai une différence entre deux termes et j'ai delta Tm au carré qui apparaît dans les deux termes. Donc, je vais pouvoir mettre en facteur. Ça va me donner delta Tm au carré, facteur de 1, moins V2 sur C2, qui est égal à 4 D2 sur C2. Alors, si on regarde la diapo précédente, on avait dit tout à l'heure que delta P, donc la durée mise par la lumière pour faire l'aller-retour dans le wagon quand il est immobile, c'est 2 fois D sur C. Delta TP, pardon, c'est 2 fois D sur C. Et là, on a quoi? On a 4 D2 sur C2, c'est-à-dire 2 fois D sur C au carré. Donc le terme de droite, c'est quoi? C'est delta TP au carré. Et donc, delta Tm au carré, c'est, alors on va l'écrire delta Tp au carré sur 1 moins V2 sur C2. Ou, et ça sera la formule non pas à connaître par cœur, mais à savoir utiliser, delta Tm, c'est delta Tp, en fait je prends la racine des deux côtés, sur racine de 1 moins V2 sur C2. Si je fais un petit bilan, lorsque le train est immobile et que je mesure la durée nécessaire à la lumière pour faire l'aller-retour, je trouve une durée qui s'appelle, que l'on note, delta Tp. Si le train est en mouvement, la durée mesurée, c'est delta Tp divisé par racine de 1 moins V2 sur C2. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que selon le point de vue d'où on se place pour étudier l'expérience, à l'intérieur du train ou à l'extérieur du train, la durée mesurée pour un même phénomène ne va pas être la même. Alors, si on fait un petit calcul, dans la mécanique que l'on connaît, celle qu'on a fait depuis le début de l'année, on étudie le mouvement d'une voiture, on étudie le mouvement d'une balle de golf, d'un ballon de volley. Dans ce qu'on a fait depuis le début de l'année, les vitesses de nos objets qui se déplacent sont très très petites par rapport à la vitesse de la lumière. Si elles sont très très petites, ça veut dire que le terme V2 sur C2, qui apparaît au dénominateur, en fait il tend vers 0. Et la racine tend vers 1. Ce qui veut dire que delta Tm
c'est la même chose que delta TP. Pour les objets qui se déplacent à de très petites vitesses, qu'on a fait jusqu'à présent, en fait, il n'y a pas d'effet relativiste, il n'y a pas de dilatation des durées. Les durées, on les mesure dans l'objet qui se déplace ou à l'extérieur, elles ont la même valeur. Par contre, si jamais on travaille avec des particules où les vitesses sont assez grandes, imaginons par exemple qu'on ait une particule dont la vitesse, ça soit 80% de la vitesse de la lumière. Donc 0,80 fois c. Si vous faites l'application numérique, et bien là, vous allez voir que delta Tm, c'est à peu près 1,7 fois delta Tp. Ça veut dire que, entre guillemets, vu de l'extérieur, la durée mesurée, elle est 1,7 fois plus grande. Et donc là, il faut prendre en compte les effets relativistes. Alors, tout ça, ça nous amène à définir deux choses. Le référentiel propre. Alors, qu'est-ce que c'est? Le référentiel propre, c'est tout simple. C'est le référentiel pour lequel les événements que l'on étudie sont localisés au même endroit. C'est ce qui se passe lorsqu'on étudie le mouvement, plutôt le trajet de la lumière dans le wagon qui est supposé immobile. Dans le référentiel propre, la durée que l'on va mesurer, c'est la durée propre que l'on note delta Tp. Voilà pourquoi au début, dans mon calcul, j'ai noté la durée delta Tp1. Si les deux événements ne sont pas mesurés, ne sont pas repérés au même endroit, à ce moment-là, la durée que l'on va mesurer, on va la noter delta Tm. Et delta Tm, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2 fois delta Tp. Quand on a des particules qui se déplacent très vite, ce terme-là, le 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2, il est supérieur à 1, ce qui veut dire que delta Tm est supérieur à delta Tp. C'est pour ça qu'on parle de dilatation des durées. Alors, la dilatation des durées, est-ce que c'est un effet qui est mesurable? Ben oui, expérimentalement, il y a deux situations dans lesquelles on va pouvoir mesurer cet effet. Alors, le premier cas, ça concerne des particules dont la vitesse est très très proche de la vitesse de la lumière. Très proche, mais évidemment inférieure, puisque la vitesse de la lumière, c'est une vitesse limite. Là, l'effet est sensible et l'effet relativiste apparaît. Ou alors, deuxième possibilité, la vitesse des particules est beaucoup plus faible que la vitesse de la lumière, de vitesse des particules ou vitesse des objets. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui permet de mesurer des durées très précises, ce sont des horloges qui sont très précises, qu'on appelle les horloges atomiques. Alors, je reviens à mon premier cas. Eh bien, quel est un exemple de cas où on peut mettre en évidence la dilatation des durées? Eh bien, c'est ce qu'on a fait en activité en introduction de ce cours, l'étude des muons. On va y revenir dans un instant. Et deuxième cas, quand est-ce on peut mettre en évidence l'effet de dilatation des temps quand pour des objets qui se déplacent à des vitesses faibles par rapport à la lumière? Et bien, par exemple, il y a des expériences qui ont été menées. On a embarqué des horloges. On a eu des horloges embarquées. Alors, soit dans des avions qui ont tourné autour de la Terre, de nombreuses fois, soit des horloges embarquées sur, par exemple, des navettes spatiales.
Avant de les embarquer, on les avait synchronisés avec des horloges qui étaient restées sur Terre. Et on s'est rendu compte, à leur retour sur Terre, qu'il y avait bien un décalage entre les durées mesurées sur Terre et les durées mesurées dans l'espace. Enfin, en tout cas, au cours du mouvement. Alors, si je reviens maintenant à mes muons, l'expérience que je vous avais proposée en introduction. Comment il se fait, comment est-ce qu'il est possible que les muons, on les détecte à la surface de la Terre? Eh bien, tout simplement parce que quand on vous disait qu'au bout de 2,2 microsecondes, les muons se désintégraient, 2,2 microsecondes, ça correspondait à leur durée de vie dans leur référentiel propre. Sauf que si on étudie ce phénomène à partir de la Terre, la durée que l'on va mesurer, ça ne va pas être delta Tp égale 2,2 microsecondes, ça va être delta Tm, et là je vous laisse faire le calcul. Delta Tm, dans ce cas-là, c'est 35 microsecondes. Et en 35 microsecondes, eh bien, vous pouvez calculer très facilement que les muons, ils parcourent une distance d'environ 10 km, un peu plus. C'est la raison pour laquelle on peut les détecter sur la Terre. Voilà, si on fait un petit bilan de ce que vous avez à connaître pour le bac, regardons ici. Donc la colonne de gauche, c'est les notions qu'on doit aborder dans le cours. La colonne de droite, c'est les compétences que vous devez savoir faire. Alors, vous regardez bien, savoir que la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels galiléens. C'est le postulat que je vous ai présenté en tout début de chapitre. Définir la notion de temps propre. Ensuite, exploiter la relation entre durée propre et durée mesurée, c'est-à-dire entre delta Tp et delta Tm, et vous noterez bien que c'est marqué exploiter la relation. Vous n'avez pas à la connaître. Donc si vous avez un sujet de bac là-dessus, on vous donne la relation et vous avez juste à faire les applications numériques. Et dernière chose, extraire et exploiter des informations, par exemple, à partir d'un texte, relever les informations essentielles. Voilà, le cours sur la relativité est terminé. Je vais vous faire suivre via Pronote les exercices que vous allez pouvoir chercher.